Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver évidemment pour cette soirée vraiment exceptionnelle. Vous le savez déjà que nous avons un invité d'honneur ce soir. Alors avant de vous le présenter, de l'accueillir, je voudrais saluer bien sûr, puisque nous sommes dans le dispositif l'Unipop de Ville-en-Ville. Vous connaissez bien évidemment Andrei Zviagintsev et vous le connaissez à travers ses films. Ça fait maintenant 20 ans qu'il fait du cinéma, 20 ans et il a tourné 5 films, je vais les rappeler rapidement. Le Retour, en 2003, le film a reçu le Lion d'Or à Venise, évidemment une récompense très prestigieuse. En 2008, Le Bannissement a reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. En 2011, Elena a reçu le prix spécial du jury à la compétition Un certain regard au Festival de Cannes. En 2014, Léviathan a reçu le prix du scénario, toujours au Festival de Cannes, mais aussi le Golden Globe du meilleur film étranger. Et enfin, en 2017, Faute d'amour a reçu le prix du scénario au Festival de Cannes. Alors, Voilà, vous l'avez compris, à chaque fois qu'il y a un film, il y a un prix dans un grand festival, que ce soit Venise ou Cannes. Alors, pour compléter la présentation, je vais faire 2 citations. La première, elle est très courte. C'est Eric Nehoff, qui est critique au Figaro, et qui, en parlant d'un des films d'Andrei Zviagintsev, dit « c'est un chef-d'œuvre ». Dans quel genre? Dans le genre chef-d'œuvre. Voilà, j'aime bien la formule, ça résume pas mal. Et je vais citer un autre journaliste qui aujourd'hui est directeur de l'école de journalisme de Bordeaux, c'est Arnaud Schwartz. Il écrivait dans La Croix une des premières critiques, donc, puisque c'était au sujet du Retour, mais c'est une critique, je pense, qui peut s'appliquer à tous les films d'Andrei Zviagintsev. Il écrivait donc en 2008 « Ils ne sont pas si nombreux, ces films qui vous atteignent au plus profond de l'âme et vous accompagnent longtemps après, tandis que les questions affleurent à l'esprit. On les cherche, ces œuvres qui élèvent par la beauté de leurs images, l'épure de leurs décors, l'évidence de leur lumière, l'apparente simplicité de leurs récits, pour vous entraîner vers ce que le cinéma porte de plus ouvert, de plus noble. » Andrei Zviagintsev et Eugénie Zvonkin qui assurent la traduction ce soir. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de... Я думаю, что мы сейчас будем некоторое время общаться, час или может быть более. Там, я думаю, найду больше слов, чем сейчас. Сейчас просто поприветствовать публику, сидящую в зале, и, как я понял, еще несколько кинотеатров по стране. Так что всем привет, и очень приятно видеть зрителей в зале и слышать эти аплодисменты. Je ne suis pas sûre que j'ai énormément de mots à dire maintenant, j'en aurai plus pendant la discussion qui va durer 1 heure et quelques, qui va commencer dans peu de temps, mais je voulais simplement vous saluer tous, ceux qui sont dans la salle avec nous et ceux qui sont, si j'ai bien compris, dans plusieurs salles un peu partout en France. Merci infiniment d'être là, c'est beau de voir une grande salle bien remplie et puis d'entendre vos applaudissements, ça fait chaud au cœur. Donc salut à tous. Alors... Merci beaucoup. Alors, on aime la difficulté à Pessac. Alors, j'explique la situation. Hein. Donc, il y a dans la salle à Pessac, il y a des spectateurs qui ont déjà vu Elena. Il y a des spectateurs qui ne l'ont pas vu, qui l'ont peut-être vu avant, mais on n'en est pas sûr, et qui vont voir Léviathan après. Et il y a des spectateurs de certaines autres salles qui vont voir Elena, et des spectateurs de certaines autres salles qui vont voir Léviathan. Vous imaginez la difficulté de l'exercice quand on va parler des films sans déflorer trop pour ceux qui n'ont pas encore vu ces films, mais tout en quand même expliquant certaines choses pour ceux qui les auraient déjà vus. Très difficile. Très difficile, voilà. Alors, en fait, la séance va s'organiser autour de plusieurs extraits. Ces extraits ont été choisis au début des films, pour pas trop déflorer les films, et puis on échangera à chaque fois. Donc on va commencer par un extrait d'Elena qu'on vient juste de diffuser. Donc ceux qui ont été là cet après-midi vont revoir quelques minutes d'Elena qui sont plutôt au début.
et ensuite on enchaîne avec la conversation. Voilà. Alors, nous venons de voir un extrait du début du film, ça durait 4 minutes. Hein, donc le personnage Elena, c'est le personnage principal du film. Alors, on n'a pas pris la séquence en entier, c'était un peu plus long. La séquence en entier, on la voit partir de chez elle, d'une belle maison moderne et bourgeoise. Et en fait, elle se rend chez son fils. Alors, c'est vrai que habituellement, au cinéma, on ne filme pas forcément les déplacements des personnages, parce que sinon, ça serait très long. Si à chaque fois que quelqu'un sort d'une maison pour aller dans une autre maison, on filmait tout son trajet, les films dureraient 3 heures. Mais justement, la première question que j'ai envie de poser, c'est que vous avez dit dans une interview que quand vous avez rédigé le scénario de Elena, les producteurs vous ont dit mais c'est un court-métrage en fait, ça va durer 40 minutes, 30 minutes, parce que l'histoire tient en quelques lignes. Mais justement, la façon dont vous avez de raconter cette histoire et surtout de la mettre en scène fait que, on apprend beaucoup de choses en fait dans ces plans qui semblent anodins. Il y a beaucoup d'informations qui sont données sur les personnages. Voilà. Donc, comment vous avez décidé de mettre en scène ce plan? Et alors moi, j'ai une référence qui a peut-être rien à voir avec ce que vous avez imaginé, mais c'est des plans qui me font penser à Hitchcock, c'est-à-dire que dans certains films d'Hitchcock, il y a comme ça une musique très présente avec des plans qui semblent anodins et en fait ça fait monter une certaine tension, une certaine interrogation autour du personnage. И еще тогда добавлю к слову о продюсерах. Очень жаль, кстати, что их наверняка нет в зале. Они бы услышали, что я об этом думаю, потому что сейчас мы делаем проект, и не продюсеры сами сказали, в общем, дали понять, что фонды говорят, какой-то очень короткий сценарий у вас. Всего-то 64 страницы. Я говорю, поверьте, это будет точно 2-часовой фильм. Они говорят, тогда как-то расширьте его, сделайте его побольше. Вот. Это действительно комично, потому что если композитор, сочиняющий музыку, пишет в нотах модерато кантабеле или престо, или, то есть как бы обозначает, в каком темпе будет вот это повествование разворачиваться, тогда более становится ясно. А в сценарии ты такого не напишешь, поэтому с этим есть некоторые сложности. Вот эту часть переведи, пожалуйста. Alors, oui, merci pour cette question, parce que je regrette que mes producteurs ne soient pas dans la salle ce soir, parce que j'aimerais bien qu'ils entendent ça, ce que vous venez de dire, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, je suis en train de développer un nouveau projet, et que, donc, mes producteurs m'ont dit qu'on leur a dit dans différentes commissions, différentes instances, que mon scénario était trop court, ça ne fait que 64 pages, et je leur ai dit, vous inquiétez pas, le film fera 2 heures. Mais on m'a dit, mais non, alors il faut l'écrire autrement, rallonge-le. Et je leur dis, non, c'est pas la peine, je vous dis que tout est déjà dedans. C'est la difficulté qu'on a avec un scénario, parce que, contrairement à un compositeur, on ne peut pas écrire moderato cantabile, presto, on ne peut pas indiquer le rythme dans lequel les choses vont se dérouler telles qu'elles sont écrites. Я думаю, да, все дело в темпе и в ритме. Если ты одной строкой описываешь, и Елена выходит из подъезда и движется в направлении к вокзалу, то это одна строка в тексте, а в фильме это довольно подробный эпизод с деталями и так далее. Кроме того, хочу сказать, есть еще один курьез. Один из продюсеров, которые хотели запустить Елену, мы с ними потом расстались по некоторым соображениям, но я на всю жизнь запомнил фразу, которую сказал мне продюсер. Он говорит, Андрей, а почему так дорого? Мы пришли к нему со сценарием, с бюджетом. Почему так дорого? Я говорю, ну а как, что ты имеешь в виду? Он говорит, 2 пенсионера, 2 интерьера и проходочки. Вот я это запомнил навсегда. Вот, так что как будто бы зачем так много в бюджете средств, чтобы снять такие простые вещи. Вот, как-то, другими словами, не все продюсеры понимают или не видят, не чувствуют кино, его язык, его эстетику, его пластику.
потому что для меня это длинный проход. Мы даже в сценарии означали эти куски везде, где звучит Филипп Гласс, как фрагменты, они назывались целый кусок. «Дорога Елены», «Дорога Владимира». И третий фрагмент в композиции был «Вторая дорога Елены». И под этими фрагментами я предполагал, что будет лежать эта третья симфония, третья часть третьей симфонии Филиппа Гласса. Так что как разворачивается текст на странице и как разворачивается действие на экране – это две разные вещи, в разных руках, конечно. Oui, je pense que c'est vraiment tout est question de tempo et de rythme. Quand j'écris dans le scénario, Elena sort de l'entrée de l'immeuble et se dirige vers la gare, c'est exactement une ligne. Or, dans le film, c'est un épisode assez long avec un certain nombre de détails. Et donc, d'ailleurs, j'ai un souvenir très drôle à propos d'un producteur qui voulait initialement produire Elena et avec qui finalement on n'a pas travaillé ensemble, mais l'épisode est assez parlant, vous allez voir. Il m'a reçu et il m'a dit « Mais pourquoi ton film, tu veux qu'il soit aussi cher? Pourquoi tu demandes autant d'argent pour le faire? Parce qu'en fait, ton film, c'est quoi? C'est 2 personnes âgées, 2 intérieurs et quelques passages entre les deux dans la rue. Donc, je vois pas qu'est-ce qui va coûter cher là-dedans. » Donc, j'ai retenu ça à vie parce que, oui, tous les producteurs ne sentent pas ce que c'est qu'une narration cinématographique, ce que c'est qu'un langage cinématographique. Et pour vous dire l'importance qu'on accordait dès l'écriture du scénario, même si ça se sentait peut-être pas dans la longueur de l'écriture, à ces épisodes de voyage dans le film, pour nous, c'était des épisodes qui étaient nommés. Il y avait le chemin de Elena, le chemin de Vladimir et le chemin d'Elena 2, son deuxième voyage. C'était tous ces épisodes sur lesquels on avait prévu de mettre la 3e partie de la 3e symphonie de Philip Glass. Et donc, on savait d'avance que c'était des passages qui allaient être très importants pour nous et dans la narration du film. Mais oui, une simple écriture scénaristique n'en rend pas du tout compte. Alors, ok. Un momento. И вы совершенно точно правильно заметили, что это не просто эпизод, где персонаж перемещается из точки А в точку Б. Это время для наблюдения за персонажем, чтобы рассмотреть его, как он смотрит, как он движется, за его пластикой. То есть это те детали важные, которые совершают вот эту работу, суггестию, что ли, такое почти гипнотическое воздействие, как мне кажется, на зрителя, погружая его вот в характер персонажа, в то, какой этот человек, и в характер повествования. Это очень важный момент. Для меня, мне кажется, это важно. Pardon, je veux juste rajouter encore une chose. Vous avez eu tout à fait raison en disant que ce n'était pas une simple séquence de déplacement, que c'était beaucoup plus que ça. Et entre autres parce que pour moi, c'est le temps qu'on s'accorde pour observer un personnage, pour observer sa plastique, ses mimiques, comment cette personne se tient, marche dans la rue, regarde les autres. Et donc pour plonger d'une façon presque hypnotique dans le caractère de cette personne qu'on va accompagner tout le film, mais aussi dans le caractère même de la narration, dans le style de la narration. Alors, ce qu'on voit dans le film, on voit donc le personnage d'Elena qui traverse la ville. C'est très très long en fait. Hein. On comprend qu'elle fait un trajet important. On la voit acheter des produits, 2 gros sacs de nourriture. Et on la voit donc arriver chez son fils et par la même occasion chez son petit-fils. Et en fait, elle n'est pas accueillie. Personne ne lui dit bonjour. Et donc, finalement, voilà, en quelques plans, vous dites beaucoup de choses sur leur relation. Et cette relation, d'un côté, d'un trop-plein d'amour, et à l'inverse, d'un manque d'amour, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de vos films. Et dans Elena, ça concerne presque tous les personnages, en fait. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en termes de scénario, justement, comment vous avez travaillé cette thématique de trop-plein et de manque d'amour? C'est difficile comme question. Très, très difficile, особенно потому что... Будет трудно об этом говорить, потому что это все-таки интерпретация происходящего.
а не риторика авторов. То есть мы предлагаем просто взглянуть на то, кто есть человек, как нам кажется, вот, на призраки, эти призраки любви, например, потому что вот я боюсь, что мы сейчас коснемся такой темы, которая будет спойлером для тех, кто нас слышит на другом конце вот, онлайн-линии и предполагает только посмотреть Елену, поэтому я не знаю, как об этом лучше будет сказать. Но, пожалуй, так. Одно дело, как мы транслируем себя или репрезентуем себя в обществе, как мы показываем часто наши взаимоотношения внутри семьи или между близкими, родственниками и так далее. А другое дело, кем мы являемся в тот момент, когда мы остаемся наедине с самими собой. То есть ровно с теми самыми близкими, с которыми нас свела судьба или, я не знаю, так сложилось, что мы встретили друг друга, или так сложилось, что мы стали детьми тех или иных людей. То есть, другими словами, одно дело, как человек себя презентует, а другое дело, кто он есть на самом деле, когда он один на один перед зеркалом смотрит на себя и знает, кто он есть. Вот это часто является такой трещиной, какой-то щелью в этих двух состояниях наших. Но мне кажется, зрители поймут, о чем я говорю, и услышат, что имеется в виду. Это все, что я могу сказать в этой связи, чтобы, конечно, не было никаких спойлеров для зрителей. Oui, c'est une question difficile, d'autant plus que d'abord c'est une question d'interprétation, c'est-à-dire qu'au fond, nous on propose aux gens de regarder et voilà, il y a une marge d'interprétation de ce qu'on voit, mais aussi parce que j'essaie de me dire comment je peux répondre à cette question sans spoiler le film à ceux donc des autres salles qui potentiellement n'ont pas encore vu le film, et parce que la vraie réponse impliquerait d'en dire peut-être un peu trop. Comment pourrais-je répondre? Alors je vais proposer cette réponse-là. Je pense qu'il y a deux manières dont on se comporte, dont on se présente dans notre rapport aux gens les plus proches de nous, nos proches vraiment les plus intimes, la manière dont on se présente dans le rapport avec eux à l'extérieur, au regard des autres, et la manière dont on se comporte avec eux dans l'intimité. Et je crois qu'en fait, entre ces deux états, il y a souvent une fêlure, voire une brisure. Voilà, qu'on n'est pas tout à fait pareil quand on se comporte d'une certaine manière avec les gens que le destin a mis sur notre chemin, ou ceux dont on a été destiné d'être les enfants, par exemple, eh bien, la manière dont on va se comporter avec eux devant les autres, et tout seul, chez soi, quand on sait qui on est, qu'on se regarde dans la glace et qu'on sait exactement qui on est. Voilà, et donc, voilà, il me semble que cette thématique-là m'intéresse beaucoup dans plusieurs de mes films. Alors, кроме того, еще два соображения. Есть замечательные слова у, можно сказать, грузинского философа, потому что он грузин по рождению, жил в Советском Союзе, Мераб Мамардашвили. Когда он говорит о человеке, что есть человек, мне очень нравится это его выражение. Человек – это дефис, человек, тире, это усилие быть человеком. Вот если человек не совершает эту этическую работу, то он очень скоро может, в общем, найти себя в таком плачевном состоянии. Это первое соображение важное. А второе я после скажу, чтобы укоротить. Alors attention, j'ai encore deux considérations. Donc voilà déjà une première. J'aime énormément ce que dit un philosophe géorgien, Merab Mamardashvili. C'est un philosophe qui vivait, donc qui travaillait à Moscou à l'époque soviétique, et il disait la chose suivante. Il disait: l'être humain, c'est l'effort d'être humain. Et je trouve que c'est une très belle phrase, parce que je crois que sans ce travail éthique quotidien sur soi-même, on peut très très vite dégénérer et se retrouver dans un état un peu lamentable comme ce qu'on vient de voir. Première considération, la deuxième arrive. Второе, да. Petit. Я вдруг, когда вы задавали этот вопрос, Женя переводила его, я вдруг, не знаю почему, в связи с ним вспомнил один эпизод из фильма, который снял Андрон Кончаловский еще в Америке,
Фильм назывался «Поезд беглец». Замечательная картина, я считаю. Так вот, сценарий этот был написан Акирой Куросавой, и я думаю, что этот текст, эта фраза, этот эпизод, который я хочу описать, это его авторство. Главный герой совершает злодейство, страшное злодейство такое, ну, как бы очень, очень жестко избивает одного из героев. И девушка, которая наблюдает это, кричит ему в сердцах: ты зверь!» — кричит она ему. И он, Йон Войт, отвечает: «Нет, я хуже, я человек». Это могучий épisode, скажу я вам. Это сейчас был спойлер, но не про наше кино. Alors, donc, voilà, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, en vous écoutant, en écoutant la question que vous avez posée, j'ai repensé à un film d'un autre réalisateur que moi, un film de Runaway Train de Andrei Konchalovsky. Voilà, un film que vous connaissez peut-être. Et donc, c'est écrit par Akira Kurosawa. Et donc, probablement que c'est lui qui a inventé cette scène, qui est extrêmement puissante, je trouve. Donc, le personnage principal du film commet à un moment donné une très grande cruauté. Il frappe très violemment un autre personnage. Et la jeune femme qui assiste à ça, complètement effarée, lui crie: «Tu es un animal». Et donc, Jon Voight, qui joue le personnage principal, lui répond: «Non, c'est pire, je suis un être humain». Voilà, donc je viens de spoiler, mais pas mon film, donc tout va bien. Alors, l'heure tourne et donc on va passer à l'extrait suivant. Hein, et on a réussi à pas déflorer le film, je crois. Merci. Alors, déjà peut-être le tout début de la scène, hein, en tout ça dure 4 minutes, mais le tout début c'est une conversation qui a l'air anodine, voilà, entre ce monsieur qui a un service visiblement à demander à Kolya, et il y a une forme d'insistance un peu curieuse. Voilà, et donc là encore on ne va pas déflorer, mais il y a dans la construction de votre scénario toujours ce genre de petite scène qui semble ne pas dire grand-chose, avec quand même un dialogue qui contredit l'allure un peu débonnaire du personnage, puisqu'il est quand même qualifié de tyran. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'écriture, hein, notamment avec votre co-scénariste Oleg, comment vous travaillez pour introduire ce genre de scènes qui ont l'air de ne pas toucher grand-chose, mais qui en fait disent beaucoup, et on s'en rend compte plus tard. Очень трудно описать творческий процесс, как он происходит, как именно работаешь над тем или иным фрагментом, потому что это такой варево, такой бульон, что там не разберешь, как это все происходит. Это просто... Я отношу это к тому, что это очень большой, огромный, могучий талант автора сценария Олега Онегина, который умеет видеть, наблюдать жизнь и видеть людей. И кроме того, мы всегда идем по пути аскезы какой-то и прячем, то есть делаем эпизоды почти действительно не говорящими. В них не происходит в каждом эпизоде что-то такое фундаментальное, чтобы было понятно, где мы. То есть это просто скольжение такое, наблюдение за происходящим, и только в каком-то куске, скажем так, если у нас героя вдруг называют, я не в качестве примера с Левиафаном, а вдруг называют как-то по имени на 40-й минуте фильма, ведь это же ясно, что его и на 1-й минуте фильма так и звали. Поэтому вот эти вот, как бы сказать, события могут разлиты быть по фильму и не обязательно концентрироваться в первых же эпизодах. Вот мы из этого исходим. Мы исходим из того, что чем меньше сказано, тем лучше. Потому что у зрителя есть фантазия, у зрителя есть собственное воображение и представление, наглядное представление. Посмотрите в последние 2 года на телеэкран где-нибудь в Бордо или в Париже, и с экранов не сходит милейшее лицо тирана. Ну, и вот, собственно, здесь нет ничего такого, как бы сказать, удивительного. Все, как сказать, в условиях, в бытовых условиях выглядят замечательными людьми. Я сейчас про Степаныча говорю.
Bon, c'est toujours très compliqué de décrire un processus artistique parce que c'est un bouillon, c'est un magma, il se passe tellement de choses que c'est pas facile de vraiment décrire spécifiquement comment s'invente une séquence, comment elle s'affine. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que je dois beaucoup au très grand talent de mon scénariste Oleg Negin et surtout à son grand talent d'observation très attentive du monde et de la vie. Et il sait voir ces choses-là et les rendre ensuite dans l'écriture. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que oui, effectivement, on va avec lui toujours vers quelque chose de l'ordre d'une ascèse. On essaye de ne pas mettre trop d'événements, voire de ne pas mettre d'événements du tout. On ne veut pas que dans chaque séquence, il y ait un grand événement qui se rapporte au sujet du film, etc. On préfère plutôt glisser sur les choses et que effectivement, les informations soient distillées au fur et à mesure. Je donne un petit exemple. Si à la 40e minute de film, on apprend qu'un personnage s'appelle un tel, le spectateur comprend très bien qu'en fait, le personnage s'appelait déjà comme ça à la première minute de film. Donc on n'a pas besoin de donner toutes les informations d'entrée de jeu, on n'a pas besoin de saturer le spectateur, on peut en fait étaler les éléments dont on a besoin, qu'on a besoin de communiquer au spectateur comme ça dans le film pour pas justement le surcharger. Et parce que oui, on croit tous les deux que moins on en dit, mieux c'est. Parce que le spectateur, il a son propre imaginaire, il a sa propre fantaisie, il va en fait lui-même aussi compléter le film, imaginer un certain nombre de choses qui ne sont pas dites dans le film ou qui ne sont pas dites très ouvertement. Voilà. Alors, la deuxième partie de la séquence, c'est un affrontement entre deux amis, finalement, hein, mais qui ont deux stratégies différentes. Il y a un avocat qui a sa logique juridique, hein, voilà, qui a vraisemblablement confiance en la justice, et le personnage principal du film, qui est Kolia, qui lui, au contraire, veut régler ses problèmes par la force. Voilà. Donc, quand vous tournez le film, on est en 2014. Voilà, cette question du rapport entre la force et la justice, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve aussi dans Elena, hein, ou dans certains autres votre films. Comment vous la ressentez pour votre pays en 2014 ? Вы, конечно, живете в республике, и не в России, где я прожил всю свою жизнь. И поэтому по ошибке считаете, что адвокат в этом фильме уповает и полагается на юстицию, и полагается на закон и право. Это ошибка. Он прекрасно понимает, что если местная власть, большая власть, скажем, в нашем случае мэр, решил, что... Вот мы сейчас спойлерим для тех, кто будет смотреть картину, к сожалению. Но если власть в России решила, что вот эта недвижимость мешает построить федеральную трассу, например, то она точно будет снесена. И никакой закон, никакое право, никакие юридические нормы не сработают. И он это знает. Поэтому наш герой сюда приехал с компроматом. Вот эта папка – это компромат на мэра, чтобы шантажировать его. Это не юридический язык, это язык, тот же язык, на котором разговаривает власть с человеком. Вот так, я бы сказал. Попытался обойтись без спойлеров. Alors, vous vivez dans une république démocratique. Je pense que de là vient un petit malentendu. C'est que vous croyez que l'avocat dans ce film croit en la justice. Alors, je suis désolée de vous le dire, vous qui n'avez pas vécu en Russie, mais moi je peux vous le dire, non, l'avocat évidemment ne croit pas une seule seconde en la capacité de la justice russe de rendre justice. Il sait parfaitement que si le pouvoir local, en l'occurrence c'est le maire, en gros ceux qui décident, les décideurs de ce coin-là, dans cette région, dans cette ville, ont décidé qu'une propriété, j'essaie de ne pas spoiler le film pour ceux qui vont le voir tout à l'heure, ont décidé qu'elle gêne parce que par exemple on veut construire une route, eh bien, ce bâtiment sera rasé quoi qu'il en soit. Donc lui, il sait très très bien que la justice ne peut rien pour lui ni pour eux. Donc il ne parle pas un langage d'avocat, il parle le même langage que celui utilisé par les pouvoirs locaux dans la manière dont il s'adresse aux citoyens par la force, puisqu'en fait, il est venu avec un dossier d'informations compromettantes pour faire chanter. Ce qu'on ne sait pas au début du film. Voilà. Oui.
et qu'on comprend après. Non, mais j'ai bien saisi, évidemment. Alors, oui, vous voulez compléter? Еще одна важная деталь, интересная, о взгляде с вашей стороны, я имею в виду, как смотрит Европа. Но есть один удивительный пример, замечательный. После фильма «Левиафан», когда он прошел в прокате во Франции, 2 журналиста, по-моему, 2, может быть, несколько человек, решили проверить, действительно ли так худо живется на Руси. Это были представители издания «Телерама». Они приехали в Кировск, ровно в тот город, где мы снимали фильм «Городские пейзажи». И по итогу, вернувшись во Францию, написали, что ничего подобного, прекрасная жизнь, замечательные люди, встретили хлебом, солью, разместили как нужно, улыбчивые, добрейшие души и так далее. То есть, ну вот просто фильм является таким поклепом. По аналогии я бы сказал так, если бы человек, который никогда не был во Франции, приехал и увидел бы только Эйфелеву башню, Лувр и, например, Нотр-Дам еще до пожара, и изумился бы этой красотой и думал бы, что это и есть все, что можно думать и видеть и знать о Франции, то он бы глубоко ошибался, конечно. Oui, juste un détail que je voulais compléter, c'est une anecdote assez amusante, je trouve. Après la sortie de Léviathan en France, il y a 2 journalistes, je crois qu'ils étaient 2, de Télérama, qui se sont dit, tiens, vraiment ce film dépeint une vie en Russie extrêmement morose, il dit que c'est vraiment horrible ce qui se passe là-bas, on va aller vérifier. Et ils se sont rendus à Kirovsk, qui est une des villes où on a tourné le film. On a fait tous les paysages urbains là-bas. Et ils sont revenus, ils ont fait un reportage dans le journal pour dire que le film était un mensonge absolument abominable sur la Russie, qu'ils avaient été extrêmement bien accueillis, que c'était vraiment une ville charmante, que les gens étaient super accueillants et que vraiment, je noircissais la Russie. Et moi, je me suis dit, bon, mais si quelqu'un qui ne connaît pas la France vient à Paris, voit la Tour Eiffel, la beauté de Notre-Dame, c'était encore avant l'incendie, la beauté du Louvre, et se dit que c'est tout ce qu'il y a à comprendre d'un pays, eh bien oui, on peut dire que... C'est une vision très... que ce n'est que merveilleux, mais malheureusement, la vérité est plus complexe que ça. Très partiel. Carte postale du tourisme. Ouais. Dans les thématiques qui reviennent dans vos films, alors c'est les relations entre les hommes et les femmes. Alors, là, dans ce petit extrait, on voit 2 hommes qui discutent et qui demandent négligemment à la femme de préparer le thé. Mais ce qu'on peut remarquer dans vos films aussi, c'est que les hommes se déplacent dans des grosses voitures et que les femmes sont souvent dans des bus pas très reluisants. Voilà, donc on a une vision, et on pourrait continuer, hein, les hommes boivent de la bière, de la vodka, et pour les femmes c'est plutôt du thé, etc. etc. Donc dans une interview, vous évoquiez en fait le patriarcat très très présent, notamment dans certaines couches sociales en Russie. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que vous avez noirci les choses ou que c'est vraiment comme ça? Нет, я думаю, может быть, кто-то скажет, что я преувеличиваю, перегибаю палку, но я по-прежнему могу констатировать, что Россия, в общем, в значительной части остается патриархальной страной. Это совершенно очевидно мне, прожившему там практически 60 лет. Ну, не 60, мне скоро будет 60 в феврале, поэтому 57 лет точно отмерено. Исключительно и только наблюдение за жизнью в России. Я русский человек и всегда жил там и мечтал всегда жить там. Это мой язык, это моя страна, это люди, кстати, добрейшей души, это правда, без сомнений, потому что там есть удивительные люди, вот, которые мне знакомы или незнакомы. Я ловлю эту атмосферу, я вижу, кем является русский человек по существу. Я свято верю в то, что это таким и остается. Вот. А что касается патриархата, это нельзя не заметить, это действительно так. То есть здесь, строго говоря, она едет в автобусе, потому что в этом автобусе работницы
рыбной фабрики, они, собственно, вот именно на этом автобусе, именно всем вот этим числом, это массовка из работниц этой фабрики рыбной. Мы их просто попросили поприсутствовать в кадре. Так что это объективная реальность. Вот всех людей они собирают по остановкам и довозят до места работы. Так что здесь нет никакого преувеличения. Ну, это правда, это так. Я даже не знаю, что мне тут на эту тему можно было бы добавить или как-то ответить более развернуто. Кроме того, что подтвердить, да, я считаю, что идеи свободы каждого человека, кто бы он ни был, в смысле гендера его, женщина, мужчина, в смысле его социального какого-то статуса, свободы или равенства, это те темы, которые являются проблемными в России, без сомнения. Oui, peut-être que certains penseraient que j'exagère dans mes films, mais je ne crois pas. Je crois que oui, la Russie reste majoritairement un pays très patriarcal. En tout cas, c'est l'observation que moi j'en fais en ayant vécu presque 60 ans là-bas. Enfin, je ne vais pas me vieillir, je vais avoir 60 ans en février. Mais en tout cas, au moins 57 ans de vie et d'observation là-bas en Russie, c'est ce que ça m'a montré. Je suis un Russe, donc je connais ce pays par cœur, c'est mon pays, c'est ma langue. Et bien sûr qu'il y a aussi là-bas des gens absolument incroyables, merveilleux. Je crois encore qu'il y en a là-bas, malgré tout. Mais voilà, ce que je vois, c'est ce que je vois et c'est ce que je montre dans les films. Donc là, par exemple, pour ce film-là, le bus que prend l'héroïne, c'est un bus avec toutes les ouvrières de l'usine dont elle est censée travailler. Donc ce sont des vraies ouvrières de cette usine, réellement, à qui on a juste demandé de rester dans l'image, enfin de rester là pour qu'on les filme. Mais ce bus, c'est une réalité documentaire, en fait. C'est-à-dire que ce bus va vraiment comme ça, d'arrêt en arrêt, les rassemble et elles vont toutes à l'usine et puis elles rentrent toutes en ville par ce bus-là. Donc là, je n'ai rien inventé, ça se passe vraiment comme ça. Donc je ne sais pas quoi rajouter d'autre à part vous confirmer que oui, ça se passe comme ça et que je crois que les idées de liberté et d'égalité pour tous, quel que soit leur genre ou leur statut social, c'est pour le moment un vrai problème en Russie. Alors, par rapport à cette vision sur la police, sur la justice, votre film parle notamment beaucoup de la corruption, d'une certaine brutalité, voilà. Et on peut être surpris quand même de voir qu'au générique, le film a été soutenu par le ministère de la Culture. Ça peut sembler paradoxal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment le ministère de la Culture a reçu le scénario? Это не просто парадоксально, это одно из чудес российских, потому что это правда так, это настоящий курьез. Скажем так, в Министерстве культуры есть чиновники, которые заседают там и, как бы сказать, владеют ситуацией, а есть коллегия творческих людей, это режиссеры, сценаристы, продюсеры, которые являются экспертными оценщиками подаваемых на рассмотрение в фонд Министерства культуры за финансированием на свои проекты. И вот эта комиссия творческих людей читают сценарий и принимают решение, что вот этот фильм заслуживает того, чтобы его поддержать, потому что он уже, в общем, качественным может стать. Принимают решение, голосуют люди творческие, а уже отписывают, что называется, это решение, люди, которые являются чиновниками. Поэтому чиновники не читают сценарий. И вот такой курьез. То есть вот это такое внутреннее состояние действительно такого парадокса. Но продюсеру картины «Левиафан» необходимо было, и я просто его сейчас цитирую, то есть я не самовольничаю, ссылаясь на его слова, и говоря так, что, дескать, Александр Роднянский, продюсер фильма, сказал, что он понимал, что фильм будет проблемным для общества, и считал, что его нужно защитить, иметь такую протекцию в виде логотипа Министерства культуры представляет, это будет защитой. И далее, когда он об этом говорит со сцены, он говорит: «О, как я ошибался», потому что это-то и привело к большим проблемам. Министр культуры, в общем, пытался изо всех сил
отмежеваться от этого фильма и делать все, чтобы сказать, что он здесь ни при чем. Oui, vous avez raison, c'est totalement paradoxal. Je dirais même que c'est un miracle, en fait, quelque part. En fait, comment ça fonctionnait, en tout cas à l'époque, il y a dans un ministère des administrateurs, des représentants politiques, et il y avait en fait une commission, un conseil qui était composé en fait de gens du cinéma, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes. C'est eux qui expertisaient les projets. Donc c'est eux qui ont lu les projets et qui ont évalué, voté pour dire c'est ces projets-là qu'il faut soutenir et pas d'autres, parce qu'ils ont l'œil, ils ont les connaissances qui permettent de dire tel film va être intéressant, tel film n'a aucune perspective, enfin voilà, ce qu'il faut soutenir. Une fois qu'eux ont voté, les administrateurs ne font qu'exécuter. Et les administrateurs ne lisent pas les scénarios. Voilà, alors du coup, grâce à ça, ça a été possible. Le film a été soutenu. Mais malheureusement, et alors je n'invente rien, je cite Alexandre Rodniansky, le producteur du film, qui disait qu'en fait, il avait décidé aussi qu'il fallait demander l'argent du ministère pour protéger le film, pensait-il, parce qu'il savait que c'était un film qui allait poser des problèmes en Russie. Et il se disait, si on a le logo du ministère de la Culture, ça va un peu protéger le film. Et je le cite, il disait ensuite plein de fois, je me suis amèrement trompé, parce que c'est l'inverse qui s'est passé, puisque Medinsky, qui était ministre de la Culture à l'époque, a vu le film, l'a haï et a fait tout ce qu'il pouvait pour montrer qu'il n'avait rien à voir avec le film, et donc pour s'en dédire et pour lui causer tout un tas de problèmes. Alors, on va enchaîner parce qu'en fait, l'heure tourne, évidemment, on va passer... Alors, ce qu'on va voir à l'image, je crois que c'est important, on va voir la naissance d'un cinéaste, puisqu'on va voir les premières minutes de votre premier film. Voilà, et vous allez voir que tout de suite, on peut comprendre que c'est un grand cinéaste qui est né. Les 4 premières minutes du premier film. C'est toujours aussi impressionnant. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quand même vos débuts ? Comment vous faites votre premier film ? Vous n'êtes pas connu encore. Voilà, comment vous arrivez à le monter et peut-être un peu précisément cette scène. Et pour prolonger la discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire on parlait du patriarcat, on voit quand même la question de la virilité, de l'enseignement de cette virilité, de cette transmission, à quel point elle peut être douloureuse. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, à la fois vos débuts et la question de la virilité? О патриархате мы меньше всего думали, когда взялись за этот замысел. Вот уж точно меньше всего. Это отеческая рука, твердая рука, такая, как бы сказать, воспитывающая характер. Весь фильм, в общем, связан с идеями скорее обряда инициации, такой довольно сложной, как бы истории, древней истории, на самом деле, древней цивилизации. Обряд инициации – это введение в мир взрослого. Скорее об этом мы думали, а не о том, что Россия патриархальная страна. Это уж точно не об этом. Так вот, это просто фактура, что если говорить, прямо отвечать на ваш вопрос, это было предельно чудесно и даже вообще волшебно, можно сказать. У меня нет режиссерского образования. Я учился на актера в театральном вузе в ГИТИСе в Москве. И после заразился кино через синематеку и так далее. И так полюбил кино, что мечтал его осуществить. Но никакой возможности для такой реализации у меня не было. 0. Абсолютно. И вдруг чудом я просто снял как-то рекламный ролик. Он понравился продюсеру телеканала РЕН-ТВ, который в это время запускал сериал короткометражных фильмов, 25-минутных коротких фильмов, каждый эпизод которых должен был снимать кто-то, разный режиссер. И тут у него встал дефицит кадров, потому что это был 2000 год, и в 2000 году все телеканалы в России решили производить собственные сериалы. Вот. И он вспомнил, что он видел какой-то рекламный ролик какого-то парня, спросил у одного нашего общего знакомого вообще, что с этим парнем, он вообще жив или нет. Тот говорит, да, жив, ну-ка пригласи его ко мне. Вот мы сняли эти несколько новелл первых, детективные такие истории, триллеры.
И по итогу снятых этих короткометражек он сказал: отдавай, мы снимем с тобой полнометражное кино. Собственно, мне не нужно было искать под сценарий финансирования, потому что сам продюсер, мечтая снять кино, большое кино на 35 миллиметров, Dolby Digital и так далее, он сам предложил это. Мы стали искать замысел, сценарий с обеих сторон. Он искал, и я искал. По итогу нашли вот этот сценарий и взялись за него. Вот так это было. Alors d'abord sur le patriarcat, je dois dire que quand on a inventé ce film, qu'on a voulu le faire, on pensait vraiment pas au fait que la Russie est un pays patriarcal, c'était vraiment pas au centre de nos préoccupations. Et on pensait ce projet plutôt comme un film initiatique sur ce père avec cette main ferme, voire cruelle. Et voilà, cette entrée dans le monde des adultes brutale. Mais pour moi, c'est plus une histoire très antique, qui remonte vraiment à très loin, bien avant la Russie contemporaine. Maintenant, sur comment je suis venue à faire ce film, en fait, c'est tout à fait formidable et même assez miraculeux, puisque je n'ai pas de formation de cinéaste. J'ai pas été formée pour réaliser des films, je me suis formée pour être acteur au GITIS à Moscou, dans une école de théâtre. Et ensuite, je suis devenue très cinéphile. J'ai vraiment découvert le cinéma en allant aux séances aux projections du musée du cinéma à Moscou. Et je rêvais de faire des films, mais je n'avais aucune possibilité, vraiment zéro. Bon, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de réaliser une publicité. Et donc, par une chance, pour moi, par une grande chance, un producteur d'une chaîne télévisuelle russe, REN TV, à ce moment-là, il a décidé de lancer une série de films courts, dont chacun devait être, c'était des films de 20-25 minutes, chacun devait être réalisé par un réalisateur différent. Et il a manqué de personnel, tout simplement, parce que c'était 2000, on était vraiment en 2000, et à ce moment-là, chaque chaîne télé russe avait décidé de produire son propre contenu. Et donc, en fait, tout le monde était occupé. Et il s'est dit, tiens, je me souviens de cette petite pub, là, c'était pas mal. Et il a demandé à un ami commun, à nous deux, c'est qui ce gars? Il est vivant, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Il m'a confié 2 courts-métrages à réaliser, des petits thrillers. Je les ai faits, ça s'est très bien passé entre nous. Et c'est lui qui m'a dit, et si on faisait un film, un long-métrage? En fait, il rêvait de passer de la télé au grand écran, au 35 mm, de faire un vrai film de cinéma. Donc en fait, je n'ai jamais eu à chercher un producteur, à chercher des financements pour un film. J'ai eu un producteur qui m'a dit, et si on faisait un film? Et à partir de là, on a cherché un scénario. Il a cherché, moi aussi. On a fini par tomber sur ce projet, ce scénario qui était déjà écrit, mais que j'ai beaucoup retravaillé, et qui est devenu le premier film. Miracle. Alors, effectivement, c'est un miracle. Alors, on va enchaîner sur le film suivant, parce que... Alors, Monsieur Zhuagintsev doit partir 10 minutes plus tôt, parce qu'on n'a pas de chance, hein, il n'y a pas de train demain, voilà, je ne sais pas si vous savez. Donc, il doit repartir ce soir par le dernier train. Donc, on anticipera un petit peu la fin. Voilà. Et il y a une signature de son livre, le livre sur le tournage d'Elena, donc ça laisse peu de temps. On va avoir un 4e extrait donc, du film Le Bannissement. On va retrouver l'ouverture du film. Et je peux déjà poser la question, comme ça vous réfléchissez à la réponse. En fait, j'ai choisi cet extrait parce qu'on est vraiment sur un pur, j'ai envie de dire, un pur exercice de mise en scène, et notamment dans la citation que j'évoquais en introduction de cette soirée sur votre capacité à filmer les paysages, à avoir des mouvements de caméra assez étonnants, à installer une ambiance, une atmosphère particulière. Voilà, ça fait partie de votre cinéma. On va regarder l'ouverture du Bannissement et si vous pouvez nous parler de votre façon à vous, justement, de filmer les décors, d'utiliser la musique aussi, hein, qui est importante dans vos films. On regarde le début du Bannissement. Voilà, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que dans beaucoup de films, au bout de 4 minutes, on connaît déjà plein de choses sur les personnages, sur les enjeux de l'histoire. Et là, il y a en fait, à l'inverse, beaucoup de questions, d'interrogations, et on ne sait presque rien. Mais voilà, plastiquement, c'est assez impressionnant. Du point de vue du son aussi, comment vous travaillez, comment vous préparez ce type d'ouverture? Ох, сложно об этом говорить. Когда, знаете, как присказка такая, когда сороконожка задумалась, как она ходит, как она
делает жест 32-й своей nogой, она тут же перестала ходить. Très difficile de répondre à cette question. Vous savez, il y a une blague qui dit que quand le mille pattes s'est posé la question de comment sa 32e patte avance, il n'a plus réussi à avancer. Мне трудно объяснить, как это происходит, но смысл могу только к следующему свести. Я был уверен, что этот эпизод должен длиться очень долго. Я знал даже сколько, потому что я предполагал, что в начале фильма будет звучать одна могучая вещь, музыка. Арво Пярта, одна интересная его вещь. Я не хочу называть наименование этого трека. И я полагал в мыслях так, что здесь будет лежать эта музыка. Я и расположил все эти эпизоды один за другим в такой последовательности, именно в таком темпе, чтобы длинный вход в фильм был равен этой длине трека. Но когда мы смонтировали все, а монтирую я без музыки, просто монтирую изображение, и ритм этого изображения следует только самому себе, не музыкальным каким-то вибрациям. А потом я подложил этот трек и ужаснулся. Это было очень плохо. Волшебная, потрясающая музыка Арво Пярта сюда не легла. Такое бывает. Изображение и звук не срослись. И тогда я попросил нашего звукорежиссера Андрея Дергачева, чтобы он сочинил музыку сам и предложил что-то. И вот он соединил такие латинские песнопения, ну то есть католические песнопения из храма, где-то он взял эти материалы, и вот этот электронный, почти электронный звук, который мы назвали гул, расплел их вместе, и я понял, что это идеальное решение. Вот так родилась музыка для этого эпизода. Alors, en fait, j'avais prévu cette entrée dans le film, je l'avais prévue très longue. Pour une raison en fait très précise, j'avais même le minutage exact, parce que j'avais prévu de poser là une musique que je ne veux pas citer exactement, parce que c'est une musique d'Arvo Pärt que j'aime énormément. J'avais le track spécifique, j'avais vraiment la musique exacte, avec sa longueur, que j'avais prévue pour cette séquence. Et donc je l'avais minutée et j'ai vraiment écrit cette entrée dans le film pour qu'elle colle parfaitement à cette musique. Et donc, en fait, ensuite, au moment du montage, par contre, je monte toujours sans musique. Et dans le montage image, je n'obéis qu'au rythme qu'imposent les images elles-mêmes, celui qu'elles appellent. Donc, on a monté la séquence de début du film, et quand on a posé la musique dessus, c'était l'horreur, ça marchait pas du tout. Pourtant, la musique en elle-même est merveilleuse, mais ça arrive comme ça, la musique ne coagule pas avec les images. Et donc, à partir de là, il a fallu faire un autre choix. Donc, j'ai demandé à mon ingénieur du son, Andrei Dergatchov, de composer autre chose, et il a inventé ce mélange très très étonnant de chant catholique et de cette espèce de bruit comme ça, atone électronique, voilà, qui se mêle dans ce début. Еще одна деталь интересная. Вот памятуя этот опыт свой, я в ужасе думал, ляжет или не ляжет Филипп Гласс в Елену. Потому что я знал, что эта музыка будет лежать в этих фрагментах, о которых я уже выше говорил, «Дорога Елены». И когда мы смонтировали фильм, минут 40 фильма, я со страхом просто рискнул, подложил этот трек под изображение фильма и понял, что, счастье, Боже, как хорошо все срослось, потому что это было просто идеальное сращение. Мы позвонили, мы связались с импресарио, с продюсером Филиппа Гласса, с тем, чтобы попросить у него разрешения на использование его музыки. И дальше было невероятное случилось, потому что я не знал, как выходить из этого тупика. Потому что продюсер или импресарио, агент Филиппа Гласса сказал: зачем вам его старая музыка симфоническая? Давайте мы просто напишем вам новую. И я говорю: боже мой, у нас музыка идеально лежит там, где нужно. И как это я буду просить Филиппа Гласса, чтобы он сделал что-то похожее? Ну, что-нибудь такое сыграйте. Так что вот такая курьезная была история. Вот.
Et donc, justement, d'ailleurs, en ayant revu cet extrait, je repense, parce que donc on avait vécu cette déconfiture avec la musique dans Le Bannissement, et du coup, au moment où on faisait Elena, moi qui avais donc imaginé qu'on mettrait du Philippe Glass d'entrée de jeu, au moment même de l'écriture, j'étais extrêmement angoissée que ça ne marche pas. Et donc, quand on a fini de monter à peu près les 40 premières minutes de film, je me suis dit, bon là, il faut prendre le risque, il faut tenter. Et donc, j'ai posé les morceaux de musique que j'avais imaginés, et là, aux joies, ça marchait parfaitement. Donc, j'étais extrêmement heureux. Donc, on a contacté l'agent de Philippe Glass pour lui demander les droits. Et là, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu rocambolesque, parce qu'il nous a dit, mais l'agent nous a dit, vous n'allez pas utiliser cette vieille musique symphonique de Philippe Glass, il va vous en composer une autre. Et moi, je me suis dit, mais j'étais mortifiée. Je me dis, non, c'est cette musique-là que je veux, elle marche parfaitement avec mes images. Et je me vois pas trop dire à Philippe Glass, écrivez-moi un truc dans le genre. Comme ça marchera bien. Voilà, bon, finalement, on a réussi à les convaincre. Alors, 2 dernières questions, parce qu'on est obligé de terminer. Alors, une question que je viens de recevoir. Arroser financièrement les lycées et les facultés, est-ce une pratique courante, voire obligatoire? Donc ça, c'est une question qui est liée à Elena, puisque Elena demande à Vladimir, son mari, s'il peut donner de l'argent pour qu'en fait, ils puissent corrompre des directeurs de lycée ou d'université pour que leur fils, qui visiblement n'est pas un très bon élève, puisse rentrer à la fac, en fait. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, et dernière, donc le seul film dont on n'a pas vu d'extrait, c'est Faute d'amour, c'est un de vos plus beaux films. Et donc je crois que tous ceux qui sont dans la salle, qui ont vu ce film, se souviennent de cette scène bouleversante où le petit garçon du film surprend une conversation entre ses parents, où il entend qu'aucun des deux des parents ne veut s'occuper de lui après qu'ils aient divorcé. Et donc c'est effectivement une scène qui a marqué, je crois, tous les spectateurs. Si vous pouvez nous parler en quelques mots pour terminer, après la première question, de comment vous avez travaillé cette scène qui est exceptionnelle. Насколько часто, с какой периодичностью и как много фактов коррупционных, таких, что ли, называется, коррупциемких обстоятельств и дел, я свидетельствовать этого не могу. Но как повелось с XIX века, я думаю, что и ранее, значительно ранее, как бы человек, который может деньгами решить какой-то вопрос, в России как был, так и остается. Когда, не помню, кто, путешествие из Петербурга в Москву, или Радищев, нет, Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин говорил, если я усну и буду спать 100 лет, проснусь через 100, и у меня спросят, что, дескать, вы можете сказать о России, что там за окном, дескать, я сейчас цитирую не очень уверенно, простите. Он сказал, пьют, воруют, и воруют, и что-то еще добавил. То есть ситуация, которая рассматривается в Елене, деньги нужны для того, чтобы откосить, я не знаю, как переведется это на французский, Женя, откосить от армии – это нормальная практика, ничего здесь нового. Фильм предполагался, мы предполагали, что он будет сниматься на английском языке и где-нибудь в Британии, потому что британский продюсер был у фильма, или где-то еще. Мы знали, что вот этот как бы сюжетный узел нужно будет передать в руки автора, британца или европейца, который знает контекст своей страны. Но для российского контекста это абсолютно общее место. Alors, je ne peux pas donner de chiffres sur la fréquence et la permanence de la corruption en Russie, mais je crois que ça remonte à bien avant l'Union soviétique, le 19e siècle, et puis à mon avis encore plus tôt. Quand on peut résoudre quelque chose avec de l'argent, qu'on peut jeter de l'argent sur le problème pour le résoudre, on le fait. Je vais vous citer de mémoire, je m'excuse, ça ne va pas être très précis, donc un grand écrivain russe, Saltykov-Щедрин, qui disait, quand on me demande si je m'endors 100 ans et que je me réveille au bout de 100 ans et qu'on me dira que sais-tu de la Russie d'aujourd'hui,
aujourd'hui, je dirais on boit, on vole, et puis je crois qu'il avait rajouté une troisième chose, je ne me souviens plus, mais en tout cas, ces deux-là, c'était des permanences. Bon, donc tout ça pour vous dire que ce qui se passe dans Helena, c'est-à-dire qu'on paye en fait l'entrée dans l'université pour éviter l'armée aux petits-fils, c'est totalement fréquent et répandu. C'est vraiment une pratique totalement courante. À un moment donné, on a envisagé de faire le film en Grande-Bretagne, parce qu'il y avait un producteur britannique, et on s'était dit que ce nœud narratif-là, dans ce cas-là, il aurait fallu le changer en se fiant à un scénariste britannique qui, lui, connaîtrait les réalités du pays. Il pourrait imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer dans un pays européen d'équivalent. Mais pour chez nous, ça marchait très bien. Что касается эпизода с мальчиком, вот могу вам так сказать. Мальчик, актер, не знает вообще коллизии, всех тех взаимоотношений между его родителями, которые мы наблюдаем на экране. Этот кадр с мальчиком снимался в отдельный день, в следующий день, после того, как мы сняли сцену на кухне, скандал между родителями, а на следующий день мы снимали просто в абсолютной тишине, в павильоне не звучало ни звука, никто не ругался, никто ну, то есть этой сцены не было. Был только выход главной героини из ванной комнаты, из туалета. Она заходила в кухню и закрывала за собой дверь. И мы оставались здесь, за закрытой дверью, и видели портрет мальчика. Так вот, актриса просто проходила туда, в кухню, пряталась там, что называется, у холодильника, и дожидалась, когда мы скажем «стоп». Мальчик плакал совершенно по своему какому-то такому поводу, о котором тоже будет долго сейчас говорить, потому что у нас уже не остается совсем времени. Maintenant, pour la scène avec le jeune acteur, en fait, il ne sait pas ce qui se passe dans la scène de dispute. L'acteur ne sait pas ce qui se passe dans la scène de dispute entre les parents, qui sont pas en fait, donc c'est ses parents, mais les acteurs. Et en fait, on a tourné son plan un autre jour, le lendemain du jour où on a tourné la grande scène de dispute dans la cuisine, où vraiment ils se disent toutes les pires horreurs, les deux personnages donc du père et de la mère. Et le lendemain, on a fait ce plan où il y a juste l'actrice principale là, qui sort des toilettes et qui va claquer la porte du salon, et on découvre le visage du garçon et on reste avec lui. Mais on a tourné ça dans le silence. Dans la grande concentration de l'équipe autour du garçon. L'actrice attendait, cachée dans le décor, qu'on reprenne pour la prise suivante. Et donc, il pleure pour des raisons qui lui sont propres, en fait, qui ne sont pas du tout celles du personnage. Ça, c'est le cinéma. C'est son talent d'acteur. Et c'est le cinéma. Un grand merci à tous les deux. Andrei Zvagintsev. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à Eugénie Zvonkin qui a assuré la traduction et qui était... Voilà.